Moi, pendant des années, après le décès de ma maman, j'ai eu des crises d'angoisse, mais toutes les nuits. Si t'imagines toutes les merdes que tu vas avoir, tu vas pas le faire. Une fois, mon associé m'avait dit, c'est normal qu'il t'arrive toujours plein de merde parce que tu fais plein de trucs. Je pensais que je m'en sortirais jamais. Vraiment, je me disais, mais je vais faire ma vie en ayant des gros problèmes comme ça. Ok, tu fais des trucs compliqués, ok, là, c'est dur et tout, mais tu vas trouver des solutions. Tout passe. Tes ruptures amoureuses quand t'avais 17 ans, c'était peut-être la plus grosse chose, mais c'est passé. Être entrepreneur, c'est gérer des problèmes. Et en fait, je trouve vachement de plaisir à ça. Je pense que, en fait, je m'ennuie quand il n'y a pas de challenge, etc. J'ai grandi dans un univers où fallait être dans l'action. J'ai réussi. Et maintenant, effectivement, je vais essayer d'aller plus loin. Pour ce qui m'anime, moi, et plus pour ma maman. Avant de vous laisser entre les mains de notre nouvelle invitée, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Hostinger, le meilleur outil pour créer votre site web et l'héberger en quelques clics. J'imagine que comme moi, vous avez des idées au quotidien. Par contre, quand il s'agit de les mettre en œuvre, c'est une autre histoire. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, on peut passer d'une idée à un produit en quelques heures seulement? Magnifique, non? Aujourd'hui, c'est possible. Grâce à l'IA d'Hostinger, vous êtes capable de créer votre site web en quelques clics sans aucune ligne de code ni connaissances techniques. Juste un brief. Concrètement, pour moins de 3 €, vous avez tout ce qu'il vous faut pour lancer votre présence en ligne. Vous pouvez créer jusqu'à 50 sites et vous avez aussi l'hébergement, le nom de domaine et un mail pro inclus. Alors que vous soyez freelance, entrepreneur, créateur ou sur le point de monter votre première boîte, Hostinger vous fera gagner un temps de fou. Et ça tombe bien, pour l'occasion, Hostinger vous offre 10% de réduction avec le code DLTCEO. Je vous ai mis le lien en description, je vous invite à cliquer, à itérer, à créer plein de sites web et surtout à me faire vos retours. Un grand merci à Hostinger de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je sais pas comment caractériser ma nouvelle invitée. Est-ce une rêveuse, une battante, une entrepreneuse? Je sais pas, tu t'identifies à quoi, Ophélie? Comment je m'identifie? Je pense mais dans quelle case, ouais? Je pense que je serais plutôt une rêveuse. Je pense que l'ambition, ça vient par mon et par vague. Quand je m'éclate, j'ai plein d'ambitions. Quand c'est plus compliqué dans ma vie, j'ai plutôt envie de développer ma vie perso. Donc, je pense que j'ai pas trop envie de me mettre dans des cases aussi. Je pense que t'as beaucoup de personnes qui doivent te dire ça. Mais ouais, je pense que je suis juste une personne qui aspire à être heureuse. Pour continuer dans les rimes. Ouais, c'est de ouf. J'allais dire, et du coup, es-tu heureuse si tu aspires? Est-ce que t'es déjà dessus? T'es sur les bonnes rails? Ben, en fait, je pense que c'est un truc qui est pas constant. Je pense que ça change tout le temps. Et notamment cette dernière année, je pense que tous les rêves que j'avais, on va dire, de la Ophélie de 20 ans et tout pour mes 25 ans, ils ont explosé. Et tout ce que je rêvais dans mon idéal de vie pour être heureuse, bah en fait, c'est plus forcément ce à quoi j'aspire. Et du coup, j'ai eu je pense que c'est parce que je vieillis aussi, tu sais, je sais pas si t'as vécu ça à tes 25 ans. Mais du coup, là, je suis dans un nouveau truc où je me cherche qu'est-ce qui va me rendre heureuse dans les prochaines années. Et en fait, je me dis, faut peut-être juste, je suis beaucoup plus dans l'instant présent qu'avant pour être heureuse. Donc, j'essaie d'être heureuse un jour. Et je pense que le bonheur, c'est une accumulation de plein de jours heureux. On va pas se comparer dans cet épisode, mais elle l'a bien dit qu'elle est plus jeune que moi. Et quelle maturité, Ophélie, tu me fais rougir là. Bref, je veux revenir sur une chose et c'est le moment de te présenter. Pourquoi t'es une rêveuse? Pourquoi je suis une rêveuse? Je pense que alors ça a beaucoup de liens aussi toujours, je pense, avec ta vie perso. Je pense que j'ai une vie perso petite qui était un peu complexe et je pense que j'essaie de m'en sortir en ayant des rêves qui étaient plus grands que moi. J'ai ma maman qui est tombée vite malade, du coup j'ai une enfance qui était pas facile et du coup je me disais mais qu'est-ce qui va me rendre heureuse? Et pour moi à mes 17 ans j'avais eu l'idée de ma boîte et en fait je me suis dit bah c'est ça, c'est ce rêve-là qui va me rendre heureuse. Donc je pense que c'est lié à ma vie perso où j'avais envie de me dire bah qu'est-ce qui va me rendre heureuse, qu'est-ce qui va m'épanouir et c'est comme ça que je suis peut-être devenue rêveuse / entrepreneuse. Ah, j'ai envie de l'entrer dans. Est-ce qu'on peut être entrepreneur sans rêveur? Mais bon, on en parlera un petit peu après. Ouais, carrément. Du coup, qu'est-ce que t'as monté, Ophélie? Du coup, j'ai monté une startup qui s'appelle Zach et je me fais même pas honneur parce que j'ai même pas mes lunettes aujourd'hui. De ouf! Non, j'ai même pas tilté, non, mais c'est vrai. Mais en vrai, j'ai mes lunettes de soleil. J'espérais qu'on a encore quelques beaux jours d'été, mais ouais, non, t'es mal tombé là. Ouais, je pense que c'est mort. En gros, du coup, depuis toute petite, je suis ultra myope, comme t'as plein de Français, plein de personnes dans le monde qui doivent porter des lunettes. T'as pas fait l'opération? Et non, je suis encore un petit peu trop jeune. Parce qu'il
faut que ça se stabilise pendant 2-3 ans avant que tu te fasses opérer. Et aparté. Et du coup, en gros, j'avais plein de lunettes au fond de mes tiroirs quand j'étais petite, parce qu'on était 4 myopes à la maison. Et un jour, je me dis, bah tiens, c'est bizarre, on n'en fait rien. Donc, je te raconte un peu l'histoire aussi en même temps. Et un jour, à la fin d'un cours de philosophie, je sais pas pourquoi, je devais m'ennuyer. Je regarde mes anciennes lunettes et je me dis, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, 1 an plus tard, je me retrouve à la Cato, où je faisais un cours de vie économique et on devait faire un business plan, business game, etc. autour de la bière, comme je viens de Lille. Et du coup, j'ai été voir mon prof à la fin et je lui ai dit, bah écoutez, moi j'ai une autre idée, je voudrais travailler sur un truc qui me plaît plus que la bière, c'est les lunettes, parce que j'en porte tout le temps depuis des années. Et du coup, j'ai créé ZAC. Et maintenant, ZAC, c'est une société où on développe l'optique reconditionnée en lunettes. On est souvent vu comme le back market des lunettes. En gros, si avant, tu avais un iPhone 15 reconditionné, ça reste un iPhone 15. Et là, nous, si on avait une Ray-Ban Wayfarer, après reconditionnement, ça reste une Ray-Ban Wayfarer. Et très concrètement, on collecte les lunettes partout en France, des Français. Donc, on a vraiment maillé la France de petites boîtes de collecte ZAC. Ensuite, on les reconditionne. Et là, on crée de l'emploi pour des personnes en situation de handicap et d'insertion. Et après, on les remet sur le marché à moindre coût, remboursé sécurité sociale et mutuelle, garantie. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une solution substitution à une monture neuve. Voilà. Merci pour cette présentation. On va rentrer, de manière, on va faire un tour dans ta tête. Alors déjà, je t'embête un tout petit peu. Ouais, vas-y. Le podcast, le micro, car on se regarde comme ça. Ouais. Je veux essayer de comprendre une chose, c'est peut-être la chose qui m'intéresse le plus chez mes invités pour qu'un max de personnes puissent s'y identifier. Ça devient d'où ce côté entrepreneuriat? Je sais qu'il y a eu de l'adversité, qu'il y a eu des choses plus compliquées qui ont fait que, bah, du coup, t'as peut-être pas anticipé la difficulté carrément. de l'entrepreneuriat, mais tu disais qu'à 17 ans, t'avais déjà cette idée. Ça devient d'où, même si tu revois plus jeune? D'où ça me vient? Je pense que tu as toujours un lien avec ton histoire. Alors, pour moi, tu as 2 choses. Soit c'est interne à toi et tu sais pas l'expliquer. Soit ça vient de la famille, soit c'est les 2. Ou alors, je pense que c'est peut-être toujours les 2. Moi, je pense que depuis toute petite, je sais que j'étais une petite fille qui voulait toujours faire des trucs ultra dynamiques. Enfin, en fait, j'avais ce côté un petit peu leader de groupe. Ça, je le sais. Et j'étais toujours là à prendre le devant sur des petits projets de groupe quand j'étais enfant ou à dire, quand il y avait des petites brocantes, aller les faire. Tu sais, ce côté un peu commerce. Donc, t'avais ce truc-là. Et ce qui était très drôle, je sais pas si tu te souviens de ça, en 4e, nous c'était en 4e, tu devais faire un test de personnalité. Et nous, t'avais ça pour faire ton orientation, un peu pour lycée et tout. Et moi, il y avait deux branches qui s'étaient vastement sorties. C'était le côté social et le côté commerce. C'est incompatible. Tu peux pas faire du social et du commerce. Ah, je suis tellement pas d'accord. Je trouve que c'est tellement lié. Mais... Ouais, et tu vois, et moi, parce que mon père, qui était d'une autre génération, etc., qui lui faisait du commerce, il m'a dit, phrase hyper machiste, hein, je préviens. Et pour préserver, je pense, sa fille, il dit, le commerce, c'est un monde de requins. Et encore plus quand t'es une femme. Parce que lui, vraiment, je pense qu'il y en avait quasiment pas dans son équipe et tout, ancienne génération. Il a vachement changé depuis. Mais du coup, j'avais grandi un peu avec cette image-là. Donc, je pense que t'as tout ce côté-là. Et ça vient aussi, j'avais un grand-père qui était agriculteur. Du coup, je les ai vus toujours énormément travailler. Mon père, c'était pareil. Il avait beau avoir son travail, il allait aider à la ferme, mon grand-père, etc. Donc, t'avais vachement ce côté travail qui était mis dans la famille. Et après, j'ai vu ma maman, alors qu'elle était malade, elle avait quand même des petits projets à côté. Elle essayait de lancer, elle faisait de l'art, elle écrivait des petits bouquins, elle faisait des petits bracelets qu'elle essayait de vendre à droite à gauche. Donc, je pense que j'ai grandi dans un univers où fallait être dans l'action. Donc, je pense que c'est ça. Et après, je pense que c'était interne à moi, tu vois. Enfin, j'ai toujours... Un truc viscéral, quoi. Ouais, carrément. Et tu vois, quand en fait, même maintenant, je gère plein de problèmes. Je pense qu'être entrepreneur, c'est gérer des problèmes. Et en fait, je trouve vachement de plaisir à ça. Je pense que, en fait, je m'ennuie quand il n'y a pas de challenge, etc. Alors, ça me fait autant chier que j'adore, pour être honnête, désolée du terme. Mais je pense que t'as ça, tu vois. Genre, c'est possible que ça me saoule et c'est dur. Mais en fait, je me sens challengée. Je sens que j'apprends des trucs. Et en fait, je me retrouve à avoir du plaisir dans ce qui est compliqué. Ouais, je peux que te seconder sur l'idée que tu gères des problèmes. Par contre, tu as quand même dit que tu étais un peu leaduse de groupe. Ouais. Moi, je vois du social, du coup. Ouais. Et donc, le social dans le commerce. Il y avait aucun monde dans lequel tu entreprends en remote, derrière ton ordi, toute seule et bosser avec personne. En fait, quand j'ai C'est comme ça que ça a commencé, non, en plus. Non, pas trop, parce que en gros, j'ai eu l'idée et tout de suite, je me suis dit, c'était il y a 7 ans, je pense, quand j'ai commencé à bosser sur le projet. Et pour moi, une entreprise, je pense que c'était post-Covid. T'avais pas encore tout ce côté, jusqu'au digital nomade, remote, etc. Pour moi, c'était vraiment une entreprise dans la façon dont je l'ai. En plus, je viens du Nord, donc t'as vraiment, je pense, l'ADN Mullier, tu vois, dans nos trucs où c'est des grosses entreprises, les Auchan, etc. Et du coup, pour moi, une entreprise, non, c'est faire vivre des gens, travailler avec des gens. Et pour moi, entreprendre,
collectif, quoi. Ouais, pour moi, entreprise, c'est collectif. Et du coup, j'ai même pas pensé à lancer ma boîte toute seule. Je savais qu'une entreprise, j'allais avoir des équipes avec moi. Donc, non, franchement, j'y ai pas pensé du tout. Et je pense que c'était juste ma vision. Par contre, à refaire, quand je vois à quel point c'est compliqué, c'est possible que peut-être, je sais pas, dans 5-10 ans, si j'ai une autre aventure entrepreneuriale, je teste ce chemin-là. On va en parler après. En fait, j'aimerais vraiment qu'on rentre dans ta tête sur, évidemment, Zach, sur le 0 to 1. Parce que ça fait combien de temps? La boîte a été créée officiellement en 2020. Donc 5 ans. Ouais, 5 ans. Belle OP, là, il y a quelques mois. Ouais, On n'a même pas dit. Dédicace à BNP Paribas, car c'est à Cannes. Putain, qu'est-ce qu'on se la pète quand même. On était au festival de Cannes, pardon. Et ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. On va en parler un petit peu après. Avant, j'aimerais parler des débuts de Zach. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Et je te donne des petites bribes. Tu t'es endetté à titre personnel pour faire monter une boîte. Je me suis mis caution personnelle. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. T'as demandé de l'argent à des banques et si t'es dans la merde, c'est toi qu'elles vont tenir pour garant. Est-ce que c'est ça? Je sais qu'il y en a d'autres. J'ai écouté aussi ton podcast avec Sandra, t'en parles très bien, mais c'est quoi les plus grosses erreurs que t'as faites? Et en réalité, on peut aussi en parler, tu sais, de l'échec, apprentissage, mais est-ce que sans ces erreurs, tu te serais lancé? Est-ce que par moment, l'action vaut plus que intellectualiser beaucoup en amont? Ça me fait penser, j'étais toute jeune quand je lançais l'entrepreneuriat, j'avais fait un programme qui s'appelait Live for Good. Et je sais pas si tu vois, mais il y avait une intervention du fondateur d'Open Classroom. Et je lui avais posé la question, Ophélie, hyper innocente de 18 ans, j'ai dit, est-ce que si c'était à refaire, ce referait? Et franchement, il m'a dit non. Et à l'époque, je me suis dit, mais il est fou, etc. Alors, j'avais aucune expérience. Et maintenant, à refaire, je pense que il avait totalement raison sur le fait que si t'imagines toutes les merdes que tu vas avoir, tu vas pas le faire. Faut être naïf. Ouais, c'est ça. Et je pense que quand tu te lances jeune, justement, c'est trop bien parce que t'as l'innocence, t'as la fougue, etc. de la jeunesse et t'as pas encore l'usure de la vie et l'usure de la vie entrepreneur. La conscience des problèmes et des enjeux. Non mais carrément. Et du coup, alors donc dans les plus grosses erreurs que j'ai faites, je pense que moi je suis très tournée vers l'humain et tu vois dans ce côté collectif, pour moi t'avances ensemble et tu crées des sociétés avec des gens. Peut-être faire trop confiance aux personnes avant de faire confiance aux compétences parce que malheureusement une entreprise pour moi c'est pas que bien s'entendre et c'est aussi en fait faut que ce soit aligné niveau compétences et en fait comme j'étais trop gentille, je faisais confiance, c'est un peu, je compare souvent les entreprises aux histoires d'amour. En fait c'est comme si tu faisais confiance aux paroles plutôt que les actes et en fait du coup je validais pas les actes et les compétences en face. C'est quoi, tu décelais un potentiel plutôt que valider des expertises très méta quoi. En fait je m'entendais trop bien avec les gens, donc par exemple mon ancien associé et pourtant en face des fois il y avait des compétences manquantes mais tellement on s'adorait que du coup je faisais un peu l'impasse en me disant si ça va aller et tout et en fait je prends de plus en plus sur toi et du coup là c'était compliqué. Je sais pas si t'arrives à me suivre. J'arrive mais je te mets une petite hypothèse. Est-ce qu'à ce moment-là tu n'oses pas voir ce trou dans la raquette parce que tu considères que si tu dois te séparer tu te vois pas le faire toute seule à l'instant T? Clairement, pour moi, c'était impossible. Tu vois, c'est aussi des peurs qu'on a. Quand je me suis lancée, j'avais 19 ans. Je pense que je l'ai rencontré à 20 ans. Du coup, il devait en avoir 23. Et en fait, je le voyais comme mon grand frère. Et du coup, et je l'apprécie toujours autant, même si maintenant on se voit beaucoup moins, tu vois, mais c'est une personne qui a beaucoup côté à un instant T. Est-ce que vous êtes plus associés aujourd'hui? Non, on n'est plus associés. Ça fait 1 an, ça fait quasiment en octobre, ça fera 1 an. Et en fait, pour moi, c'était impossible parce que je pense que je me disais, mais je suis impossible de faire toute seule. Franchement, en fait, là, je sens que tu vois, ça vibre en moi parce que c'était, j'avais l'impression que j'avais pas les capacités et pas les épaules pour le faire. Et ça faisait aussi, si jamais, je sais pas, j'étais pas bien et tout, t'as toujours un plan B. Genre, t'as toujours quelqu'un sur qui te reposer et tout. C'est dur de se lancer, entre guillemets, sans filer, quoi. Ah ouais, mais clairement. D'avoir aucun repère. Ouais, et surtout qu'on avait déjà une équipe, je pense qu'à ce moment-là, on avait 10 salariés. Donc, c'est-à-dire que si jamais il fallait que je gère les 10 toute seule, sur les problématiques, lui, il devait gérer les RH et il était opticien, que moi, je ne suis pas opticienne. Et du coup, ça me semblait être un monde où je me dis, mais c'est impossible. Et en fait, quand tu vois que petit à petit, déjà, si t'as plus l'envie, c'est compliqué de travailler avec quelqu'un qui a plus l'envie. Et après, quand t'as plus l'envie et l'engagement pour faire les tâches, là, c'était plus possible. Et du coup, il a fallu prendre la décision. Et ça s'est fait il était en vacances. Je l'ai appelé au bout de sa 2e semaine de vacances et en disant, écoute, là, ça va plus, faut qu'on parle en rentrant. Donc vraiment, tu vois, un peu situation comme un couple, etc. Écoute, faut que je te parle. C'est un petit peu ça le sujet. Et en fait, 3 jours après, on était chez l'avocat. On a signé un papier, on s'est mis d'accord sur les trucs, etc. Et à la fin du mois ou le mois suivant, donc grand max, il est resté entre 30 et 45 jours après, c'était fini. T'as attendu combien de temps avant d'arriver à cette période qui a duré 30-45 jours max pour que
votre relation professionnelle se termine, ça? En fait, je pense que j'ai une coach d'entreprise et au moment où elle m'a dit, Ophélie, je t'avais dit il y a 1 an, voire 1 an et demi, que ça allait plus et que ça allait se finir. Mais toi, mais non, ça va aller, je vais mettre des choses en place, etc. Et en fait, je l'avais senti, tu vois, mais en fait, c'est trop dur entre le moment où tu te dis, bah, ça va, en fait, t'as de l'espoir, quoi. Tu te dis, mais si j'ai envie de faire l'aventure avec cette personne-là, si j'ai envie d'avancer et tout. Et en fait, la réalité de te dire, putain, ça fait trop mal, mais j'ai pas le choix. Et en fait, on est malheureusement pas dans un jeu. Une entreprise, ça a des risques. Là, j'ai vu plein de mes potes se retrouver en liquidation judiciaire, etc. Mais en fait, tu te rends compte que tu peux vite te retrouver vachement dans la merde et que Bien t'as sûr. intérêt de gérer. Et du coup, j'ai pris une maturité cette année-là en devant gérer un nombre de problèmes. Mais ça a été super dur, hein. Franchement, je l'ai vécu comme une rupture, hein. Je chialais, mais Pour moi, c'est, je pense, le point commun à aussi beaucoup de ruptures. C'est qu'on voit des... oh là, le mec s'improvise expert en relation, pas du tout. Mais c'est plus qu'il y a des gens qui décèlent les choses et c'est dur, en fait, de faire confiance à ton gut feeling et de te dire, écoute, je sais pas, mais là, c'est pas aligné, ça va pas marcher. Et j'ai une petite question dedans et je te donne, pour qu'on soit en confiance, que moi, j'ai des grands traumas là-dessus et que tout ce que tu racontes, j'ai pu le voir par plein d'autres manières et que je n'arrive pas à dire, tu sais, à couper le cordon. Et le jour où ça se coupe, c'est 10 fois plus douloureux parce que c'est comme une tâche que j'ai procrastinée, que le jour où je dois... Moi, j'ai peur de l'abandon. Je le sais. Je sais pas comment. Je t'en parlais un peu en off. Il y a plein de traumas que j'ai pas encore gérés. Et avant ça, je voulais te parler du fait que est-ce que te séparer de ton associé, et je vais utiliser ce mot et en fait, je me sens mal de l'utiliser, mais c'est quand même le cas, je pense, d'un point de vue émotionnel. Est-ce qu'il y a une manière de se dire c'est un petit deuil à ce moment-là? Ah bah carrément. Bah en fait, c'est comme, je sais pas, un mariage ou une relation, t'as mis tellement d'espoir dans la relation que en fait tu dis putain, déjà t'avais un peu la notion d'échec, te dire bah, j'ai pas réussi cette relation-là, mais après je t'avoue que j'ai eu plus un soulagement et une fierté. En fait, je pense que je suis passée comme tu dis par toutes les étapes du deuil. Je pense que j'ai eu je les connais pas, mais en gros j'ai eu l'énervement, j'ai eu le soulagement, le déni, le déni. Voilà, en fait j'ai passé exactement tout ça et maintenant avec du recul, je me dis on n'était plus alignés et j'ai réussi à faire tellement de belles choses que maintenant je suis plus dans le truc soulagée. C'était 2 chemins de vie différents et c'est très bien comme ça, tu vois. Et ce qui a marché, c'est qu'à un moment, quelqu'un t'a mis dans ton cerveau qu'il y avait un plan B. Et en fait, ce plan B, je vais aller plus loin. Donc, quand je dis ce plan B, c'est juste quelqu'un qui t'a conforté dans l'idée que tu pourrais continuer, qu'il faut te séparer. Non, c'est pas exactement ça avec ta coach. Le plan B, ça a été... alors, en fait, le plan B, c'est quand j'ai mis les pieds dedans. Et je me suis dit, en fait, t'as plus le choix, tu vois plus, faut que tu te confrontes. Donc plus de filet. Okay. En fait, c'est ça, tout le monde me le disait et c'était vraiment, en fait, là, ça va pas, là, ça pue, il faut que tu prennes des décisions. Et moi, j'écoute vraiment pas mal mon corps. Et en fait, je dormais mal, je faisais des crises d'angoisse, etc. Okay. Et je me suis dit, bah attends, si ça me dit ça, c'est qu'il y a un trop gros problème. Alors qu'avant, c'était un peu ma personne, en fait, on était tellement devenus amis aussi, que c'était une personne un peu confort qui m'accompagnait et tout. Et tu vois, je trouve ça drôle, genre, c'est dans le business et pourtant, c'est des liens que tu peux créer tellement fort. Vu les émotions que tu vis en tant qu'entrepreneur, etc. Et du coup, à ce moment-là, quand je dis ça devient plus de l'angoisse, mais ça fait pas, j'essaie de changer ça, j'essaie de discuter, j'essaie de trouver des solutions. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et là, tu te dis, à un moment, je suis arrivée à un point de non-retour. Et comme je te disais, quand t'as ce côté angoisse, plus t'as le côté non-engagement de la personne en face, bah, tu te dis, bah, en fait, j'ai pas le choix. Ça va faire mal, ça va être dur. Je vais mettre les pieds dedans, je vais faire une to-do list de toutes mes problématiques. Ma coach me disait tout le temps, fais ta prio des urgences. Genre vraiment donc je faisais ma prio de mes problèmes. C'était vraiment genre comment je gère ça. Et en fait, quand il est parti, comme il s'était désengagé peut-être pendant 6 mois, bah en fait, ça a quasiment rien changé. Mis à part quelques sujets ou des choses comme ça. Parce que, en fait. Parce que t'as sous-estimé ce que tu faisais déjà. Ouais, bah, carrément. Et du coup, ça a été plus un soulagement aussi, parce que du coup, j'étais toujours dans l'attente que l'autre fasse des choses qu'il ne faisait pas. Et alors, du coup, bah, je les faisais. Et que du coup, tu avais plus ce côté poids émotionnel. Je pense que tu me comprends. Je vois très. Et tu avais le poids émotionnel en moi. Ta vision est brouillée, quoi. Et du coup, ça te fait poser plein de questions aussi parce que tu te dis, est-ce que les relations humaines, à un moment, ça doit toujours avoir une fin? Parce que là, malheureusement, c'est ce que j'expérimente en ce moment en me disant, en fait, ce que je te disais avant, tous mes rêves de jeune fille et adolescente et tout, de me dire oui, tout est beau pour la vie, quand tu t'associes, c'est beau pour la vie, quand t'es en couple, c'est beau pour la vie et tout. Mais en fait, je pense qu'entre 20, en gros, dans ta vingtaine, tu expérimentes tellement de trucs qu'en fait, toutes tes croyances, peut-être que la société te met dans la tête, peut-être que finalement, c'est pas les bonnes et il faut juste, je pense, être beaucoup plus dans l'instant présent et te dire, à ce moment-là, cette relation, elle marche trop bien.
et vraiment prévoir, même dans le côté juridique, associé et tout, te dire c'est possible que ça merde, et l'expérience me dit, et maintenant l'histoire d'autres entrepreneurs me dit, il y a plus de chances que ça merde que ça ne merde pas. Mais bon, je veux pas non plus enlever le fait que t'es quand même très enthousiaste sur ta boîte, etc. Faut pas que ça altère non plus. Là, c'est parce qu'on parle dans le côté humain. Évidemment. Mais ce que je te disais avant l'épisode, j'ai jamais autant kiffé ma vie professionnelle que maintenant. Alors que c'est une des pires années, des années les plus difficiles. Les plus dures. Mais tu vois, ce que je disais à mon équipe, c'est ok, c'est des années plus difficiles, mais en fait, maintenant, je me sens plus solide. Et du coup, en fait, je kiffe. Genre, il y a des problèmes. Plus gratifiante, en fait, aussi. Il y a des problèmes, mais maintenant, je dors bien le soir, je m'éclate, je suis dans la gestion de problèmes et tout. C'est trop cool, tu vois, genre vraiment. Et en fait, je me dis, j'apprends plein de choses. Et du coup, je suis repassée dans cette énergie de, c'est dur de vivre une séparation d'associés et tout. En vrai, la vie, elle m'offre des trucs, elle m'offre des expériences, et je me sens trop reconnaissante de me dire, peut-être là, au fait de 80 ans, j'ai pu vivre ça, j'ai vécu ça et tout. Et je pense que c'est une question de mindset aussi. Soit tu te laisses écraser et tu dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai vraiment pas de chance dans la vie. Soit tu te dis, mais attends, j'ai 25 piges, j'ai vécu un nombre de trucs de dingue. Et une fois, mon associé m'avait dit, mais en fait, c'est normal qu'il t'arrive toujours plein de merde parce que tu fais plein de trucs. Et c'est vrai que c'est mathématique. Plus tu vas en faire, plus t'as des chances qu'il se passe aussi des trucs pas bien. Les opportunités. Mais si tu fais 100 trucs, t'as 80 de 10 trucs hyper bien, si t'en as 10 pas bien, oui, c'est dur. Mais après, à côté, t'en as eu 90 trop bien, quoi. Je te pose une dernière question. Alors juste, j'ai trop peur que ça fasse du... Ouais, donc il va falloir qu'on touche pas trop la table. Désolé s'il y a des petits problèmes d'audio. Juste pour terminer là-dessus, et en fait, tu l'as dit toi-même, il faut passer aussi par... j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, j'interprète, je le mets aussi par rapport... évidemment, j'ai mon prisme qui est biaisé. J'ai l'impression que tu dois vivre par moments des choses difficiles pour ensuite voir que t'as plus de filet, et après coup, quand t'as surmonté la chose, te dire je suis plus fort ou forte que ce que je ne pensais. C'est un peu ce qu'on s'est dit là, de se dire que tu faisais déjà, sans mettre le doigt dessus, des tâches que tu pensais que c'était ton associé, et puis le jour où il est parti, t'as l'impression de perdre 50% de ta boîte, mais en réalité, tu faisais déjà 90%. Ah ouais, c'est ça. Quelle est la manière, et je le sais, on en a entendu parler, je pense être assez d'accord là-dessus, ou dis-moi si je me trompe, mais quand tu vis de l'adversité et que tu vis des choses dures, la difficulté, après, tu t'en as moins peur. En tout cas, t'as plus confiance parce que t'as surmonté ça. Comment on fait pour pas avoir à passer par tous ces moments de doute, ces moments où toi, tu dis, moi, je suis dans un mindset de battante, mais il y a peut-être des moments où tu as l'impression que le monde s'écroule. Ouais, carrément. Sur toi, comment tu fais pour te dire que tu arrêtes avec ton associé et que ta boîte va continuer? Moi, il y a 2 choses que je fais. La première, c'est, je me dis, tout passe. Mais vraiment, tout passe. Si tu regardes, j'avais lu il y a plein de problèmes j'avais peut-être il y a 5 ans, j'avais l'impression que c'était tout mon monde. Et franchement, je suis sûre, il y en a 90%, je me souviens plus. Et du coup, je me dis déjà, franchement, tout passe. Même les sujets, la dernière fois, je parlais de mon année 2024 qui était compliquée. Et en fait, la douleur que j'avais pour mon associé, c'était même plus dans mon top de mes douleurs que j'avais l'impression de ressentir. Parce que, en fait, c'était déjà il y a 1 an, et tu vois. Donc c'est passager, tu peux dire. Dans la vie, tout passe. Du coup, faut partir je pense, de ce truc-là que, ok, tu gères des trucs compliqués, ok, elle est assez dure et tout, mais tu vas trouver des solutions. Tout passe. Tes ruptures amoureuses quand t'avais 17 ans, c'était peut-être la plus grosse chose, mais c'est passé. Ton premier, je sais pas, tes premiers gros prêts ou des choses comme ça, t'avais l'impression que c'était horrible et c'est passé. Ça ne te définit pas, et il faut pas que tu te convainques que c'est qui tu es. C'est hyper essentiel. Et la seconde chose, c'est, en fait, faut que tu décortiques le problème. C'est s'il y a un problème, en fait, tu te mets dedans. Moi, c'est vraiment, c'est dur, mais en fait, je pense qu'il faut sauter dans le problème. C'est ok, ce que je fais, les trucs les plus compliqués le matin, les trucs qui m'embêtent le plus, le matin, je les mets direct en me disant, quand ça se sera réglé, je mets toute l'énergie dedans, j'ai pas envie de le faire. J'ai vraiment pas envie. Mais en fait, je vais trouver comment par A plus B le faire. Je te le dis, t'as même pas besoin de valider. Tu es très courageuse, je te le dis. Et je te dis ça parce que je vois des gens et que j'ai pu être moi-même. Écouter ce que tu dis, écouter ce podcast, et quand bien même me dire, non, elle voit pas de l'état dans lequel je suis. Elle voit pas que moi j'ai pas de perspective. Elle voit pas que je suis pas déjà passé par des choses peut-être aussi dures qu'elle qui font qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi. Il y a un truc qui s'est passé, il y a s'entourer, tu nous parlais de ta coach, est-ce que même dans du perso, sans rentrer dans des détails, mais ce que tu te donnerais comme tips, parce que parfois on ne voit pas tout ça, on est pris par nos émotions, c'est d'en parler, de s'entourer de gens? Moi, j'ai fait beaucoup de psy. Et j'ai pas du tout du mal à en parler et tout, parce que j'ai perdu ma maman très tôt. J'avais 17 ans, c'était la semaine de mon bac. Et tu vois, c'était, en vrai, moi, j'ai pas trop de mal à parler de mon perso. Tu pourras, et en fait, moi, j'avais vécu, je pense que ça m'a mis vachement dans l'adversité, et elle a été malade 10 ans. Et 10 ans
où les 3 dernières années, tu vois, on ne savait pas si elle allait vivre ou pas. Et du coup, bah, je t'avoue que j'avais un petit peu un truc de me dire, putain, la vie, elle est vraiment dégueulasse avec moi, elle est vraiment dure, etc. Et c'était très dur à vivre. Et pourtant, j'avais l'impression que tout le monde avait une réalité comme ça. Et récemment, je me suis rendu compte, peut-être il y a 2 ou 3 ans, ah non, tout le monde n'a pas eu une vie complexe Aussi comme ça. dur, Ouais. ok. Mais je considère que tout le monde a son lot de trauma et que tout le monde les gère à sa façon. Ce qui, moi, me passerait dessus, bah, peut-être que pour d'autres, ça va être horrible. Et par contre, ce qui, moi, me fait super mal, peut-être que d'autres vont me passer dessus. Donc la douleur est subjective, quoi. Ouais, ça, je pense que c'est vachement subjectif. Et du coup, tu vois, à mes 17 ans, je me dis, c'est pas normal de perdre sa maman comme ça. Et du coup, je vais faire la démarche d'aller voir une psy. Et en fait, elle m'a suivie. Alors, je la vois plus du tout de façon régulière. Mais en fait, avoir quelqu'un où j'ai pu juste décharger. En fait, décharger tout ce que j'avais analysé et tout, mais ça m'a aidé, mais à un point. Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et en fait, moi, mon but premier dans la vie, et ça, j'ai beau avoir vachement évolué, etc. Comme je te dis, c'est d'être heureuse. Et je pense que, en fait, t'as 20, 25 ans, etc. Soit tu fais avec les éléments que t'as maintenant sur la table et tu dis, je cuisine de façon à ce que ça se passe bien et je vais pas attendre d'avoir 40 ans et tout ce que j'ai rêvé pour que ça fonctionne. Et du coup, bah, j'ai préféré choisir l'option de me dire, bah, écoute, je cuisine avec ce que j'ai sur la table et je vais faire en sorte d'être convaincue et heureuse de ce que j'ai là maintenant sur la table pour être bien, plutôt que d'attendre 40 ans. Et du coup, ça, c'est la psy qui m'a beaucoup aidée et décortiqué, etc., les sujets. Et le côté psychologique, je pense que c'est trop important et je pense que tout le monde en a besoin. Franchement, moi, je suis une convaincue sur ça et juste extérioriser ou avoir une coach, des choses comme ça. Donc, t'as le côté psy, le côté coach pour quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que moi, 10 ans de plus. Et après, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'avoir un entourage qui soit pas entrepreneur. Juste des amis où je peux être moi-même et avoir ma pleine personnalité de Ophélie, qui aime sortir, qui aime faire du sport, qui aime pas parler de taf et qu'on en parle pas. Tu disais ça au micro de Sandra que je trouvais hyper intéressant. Tu disais aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat qui gravite autour, enfin Zach qui gravite autour d'Ophélie, alors que pendant des années, c'est Ophélie qui gravitait autour de... Carrément. Et ça, t'en parlais avant, mais rapidement, mais là, il y a pas longtemps, Atoll est devenu actionnaire de la boîte. Ça a été top, en même temps, je l'ai trop mal vécu. Parce que du coup, j'avais 100% de ma boîte. Et là, tu te retrouves à lâcher une partie. Et du coup, et puis j'avais peur, hein, c'est un grand groupe avec plein de gens, etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est un peu moins mon projet. Et du coup, je me suis dit, à ce moment-là, il faut que... Maintenant, ça devient une des façons de m'épanouir, d'aussi gagner ma vie. Et je veux plus passer en secondaire. Alors que pendant des années, je me suis sous-payée et autres. Et là, je me suis dit, non, écoute, j'ai un grand groupe derrière. J'ai les moyens et tout. Je ne vais plus me sous-payer parce que j'ai envie de vivre pleinement. Donc choper un peu de reward et de gain de tout ce que tu as mis, ça veut dire aussi un peu moins de contrôle. Donc, c'est une autre forme d'entrepreneuriat dans lequel tu rentres. On va en parler. Moi, je voulais juste terminer sur une chose que j'adore, la conversation qu'on a depuis 10 minutes. Il y a un petit côté espoir que je veux donner à des gens qui vivent de la merde et qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. Ouais, il y en a toujours. En fait, déjà, tu le vois pas et c'est ce que toi, tu vois. Mais surtout, tu es un exemple, selon moi, de personnes qui auraient pu... se laisser tenter par l'idée que la vie est morose et pas faite pour elle et me racheter parce qu'elle pèse bien plus que moi aujourd'hui. Allez, on enchaîne. Raconte-moi, Zach. Non, mais pour dire ça, si tu veux, moi, pendant des années après le décès de ma maman, j'ai eu des crises d'angoisse, mais toutes les nuits. Et franchement, ça a duré des années. Donc, qui te réveillait, En fait, où j'arrivais pas à dormir. Et j'allais mes examens et tout. Et j'ai l'impression que je ne m'en sortirais jamais. Vraiment, ça a duré des années. Et j'avais tout essayé. Hein. J'avais fait de l'hypnose, de la psy, des plantes, même des fois des trucs un peu plus forts. Bon, mon médecin ne m'a jamais donné de trop gros trucs. Mais de la weed, ça, c'est pas bien. Ophélie, quand même. Non, mais tu vois, et en fait, je pensais que je m'en sortirais jamais. Vraiment, je me disais, mais je vais faire ma vie en ayant des gros problèmes comme ça. Et maintenant, non. Maintenant, ça va. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas eu un truc, mais c'est une succession de choses, mais je pense, dis-moi si je me trompe, il y a un moment, ton mindset, il a évolué. Tu t'es ouverte. Et tu t'es dit, vas-y, on sait pas, mais il y a peut-être des belles choses qui vont arriver. Carrément. Mais ça, vraiment, s'il y a des personnes là qui nous écoutent, j'étais persuadée, et ça faisait des années que j'étais dedans, et je me disais, mais non, mais ça fait 2-3 ans, je m'en sortirai jamais. Je m'en suis sortie, et c'est venu avec le temps, et du coup, même quand on a l'impression qu'il y a plus d'espoir, à un moment, si, ça va aller. Et bon, moi, c'était les problèmes de sommeil, et t'as d'autres gens, c'est, je sais pas, des grosses crises d'angoisse, parce que moi, c'était que la nuit, mais franchement, même tous les traumas, je pense que tu peux t'en sortir. Et c'est pas facile. Peut-être que t'en développes d'autres aussi, tu vois. Bien sûr. Et je pense que de toute façon, la vie, c'est continuellement, tu t'avances, tu testes et tu vas itérer et ça va aller, tu vois. Donc. Et comment tu as itéré? Raconte, tu parlais de dilutif, non dilutif juste avant. Ouais. Est-ce que tu savais ce que ça voulait dire à l'époque?
De quoi pour mon capital Non, alors quand je me suis Je reste un peu dans les galères, mais tu vois, j'aime bien ces expériences d'adversité. Puis tu peux aussi nous dire, juste aujourd'hui, tu as parlé d'Atoll, on va y arriver parce que c'est quand même un big truc. Mais avant ça, la vision que tu avais de l'entrepreneuriat, c'est de te mettre dans le rouge avant même de commencer? Franchement, non, mais j'ai pas réfléchi. Hein. Moi, j'avais 19 ans, j'ai très bien souvenir. Je sortais de mon cours, etc. Il m'avait parlé d'un incubateur. À l'époque, je savais pas trop ce que c'était. Non, j'avais 18 ans. J'étais voir et j'étais trop contente en me disant, écoute, un prêt d'honneur, ouais, vas-y, je vais signer. Il y a pas de souci. Donc, non, enfin, en fait, en plus, c'était un peu la période, ce que j'appelle, où il y avait de l'argent magique. Tu vois, il y avait, t'avais des valorisations de start-up de dingue, etc. Et du coup, ce qui était, je pense, très dur aussi pour cette génération-là d'entrepreneurs, surtout quand on était jeunes, parce qu'on disait oui, t'inquiète pas, tu peux faire des business plans où tu vas faire x10. On nous a menti sur l'entrepreneuriat en fait. Non mais clairement, et du coup je suis une des seules, tu vois, quasiment tous mes amis qu'ils ont levé pendant cette, donc mes amis toi entrepreneurs qu'ils ont levé pendant cette période-là des sommes mais astronomiques, mais en fait du coup on leur a pas appris à gérer leur argent. Et t'en as quasiment plus beaucoup qui sont avec des levées de fonds qui sont encore sur le marché, quoi. Alors que moi de mon côté j'étais même si je crame un peu, je fais de la dette et tout, je suis très contente de pas avoir ouvert mon capital à l'époque et de pas avoir fait une levée de fonds avec une valo à 4, 5, 6, 7, 8, 10, enfin je sais pas, 20 millions, parce que maintenant à la période actuelle, en 2024-2025, ce qui s'est passé, c'est que les valorisations, elles se sont pété la gueule. Donc, les gens qui étaient survalorisés. On va revendre ça après. Ouais. Et voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis très contente. Je m'en suis très bien sortie. J'ai un beau groupe maintenant qui est à mes côtés, qui m'aide à développer. Et j'avoue que en ce moment, c'est le kiff parce que du coup, comme ils sont actionnaires de la boîte, même si je reste présidente directrice générale, etc., du coup, ça fait aussi partie, on va dire, de leur portefeuille. Et du coup, je peux avoir à dispo, ils mettent des architectes, ils mettent de la communication. Okay. Donc, c'est pas que de l'argent. Non, mais ouais. Et ça, franchement, c'est le kiff. Et quand tu parles de dilutif, non dilutif, donc j'ai voulu commencer ma levée de fonds en 2024. Et d'ailleurs, c'était très dur parce qu'au début, j'avais fait tous les pitch decks avec mon associé et autres, alors que je faisais les rendez-vous quasiment toute seule. Du coup, c'était super dur d'avoir ce switch. Et c'était le moment où tous les fonds d'investissement et tous les BA, tout le monde se pétait la gueule. Plus personne ne voulait prêter d'argent. Et je voyais liquidation judiciaire, redressement, sauvegarde à droite, sauvegarde à gauche. Je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, t'es dans ce truc-là. Je fais, moi, je viens chercher de l'argent. Et en fait, ils étaient tous, les BA, ils étaient. Mais moi, alors, j'ai investi dans 10 startups. Il en reste une. Donc, non, désolé, je vais pas te faire confiance. Alors que, non, mais alors que toi, t'es à l'équilibre ou quasiment selon, parce que j'ai 2 structures. Et alors qu'avant, t'avais des gens, ils faisaient moins 500, ils arrivaient à avoir de l'argent. T'étais, non, mais, moi, ça va, quoi. Donc, à la base, tu voulais lever auprès de fonds d'investissement NBA et en fait, ça s'est pas fait? Alors, en gros, j'avais le moment, pour t'expliquer toute l'histoire, c'est très long de faire une levée de fonds, hein. C'est entre 9 et 12 mois, je crois, au total. Ouais. Le temps que tu fasses ton pitch deck, tu fasses ce qu'on appelle ton roadshow, tu vas faire le tour de la place. Parenthèse. Vas-y. Est-ce que ces 9 ou 12 mois, c'est pas un putain de défocus de ton business, sauf quand t'es vraiment c'est horrible, une je boîte faisais que tech ça, hein. Okay. Je faisais que ça. Et tu t'as perdu à un moment ta passion de ce que tu fais au quotidien, tes lunettes? Oui, parce qu'en fait, je devais, et puis c'était, ta prio, et ça, c'est un truc que j'ai aussi beaucoup quand tu fais une boîte à impact. Si t'as pas d'argent, tu peux pas faire d'impact. Donc, ma prio, c'était avoir de l'argent pour continuer mon business. Okay. Et mon associé devait continuer à ce moment-là le côté business, et il était moins dessus. Et j'ai eu des problèmes, mais l'année dernière, de dingue. Mais non, ça va, j'ai rectifié le tir. Vraiment des gros sujets. Il y a un moment où tu t'es écarté de ta passion de base, quoi. Ah ouais, presque, et c'est pour ça que je me sentais l'année dernière vraiment pas bien, parce que je faisais plus ce qui me faisait kiffer, c'est-à-dire moi mon but, mon rêve ultime, c'est devenir un acteur de transition dans l'optique. Donc moi ce que j'adore, je sais pas pourquoi j'adore la logistique, j'adore ces trucs-là, et du coup j'irais vraiment devenir un acteur qui va venir collecter, revaloriser, et après des distributeurs, t'en as 12 500 des opticiens, j'ai pas besoin d'avoir ma chaîne, moi ce que je veux c'est être une solution qui va aider le marché à évoluer. Et c'est ce que je refais en ce moment, donc je m'éclate. Et du coup par rapport à... tu me disais 9-12 mois. Ouais, donc, et en fait pendant 9-12 mois, donc t'as plein d'étapes, et après tu rencontres des BA, tu fais du démarche, tu fais un premier rendez-vous, tu dois faire plein de prévisionnels, ils les font retourner, etc. Et à la fin de ces 9 mois, j'avais 2 propositions, 2 business angels qui m'accompagnaient encore d'une banque, donc moi je dois encore me réendetter, super. Et après l'autre proposition, c'était un fonds d'invest, et tu sais ça fait levier, et le fonds d'invest il mettait aussi avec de la banque. Et là ce que j'ai découvert, c'est que t'avais en gros t'avais des obligations convertibles. Le taux, je crois que j'étais à 13 ou 14%, donc plus cher qu'un prêt. Arrête, ok. Donc, franchement, je me suis dit, mais c'est super dur. Et après, ils prenaient des parts de capital. Sauf que les valos, en fait, elles étaient tout le temps renégociées. Et Atoll, ça devait être mon client.
Et en fait, je leur ai dit que j'étais en levée de fonds. Et on a fait le deal en 3 semaines. Donc le reste, ça a pris 9 à 12 mois. Incroyable. Et franchement, et mon avocat, en plus, c'était pendant les ponts de mai, du coup, il y a 4-5 mois, peut-être un peu plus maintenant. Et mon avocat me disait, il m'a dit, c'est le deal le plus rapide de ma vie. Ah ouais? Ouais, Il y a eu un alignement des planètes. Et en fait, il y a eu en fait, je l'ai provoqué, hein. Vraiment, j'ai été les chercher, je leur ai expliqué. Ils devaient être en rendez-vous et j'ai fait, écoutez, je suis en levée de fonds. Donc tu leur as proposé quand même la en fait, levée. je prenais moins de plaisir et je me disais là, j'étais en train de me projeter en me disant, je vais avoir des invests qui vont être là que pour du business. Ou en fait, moi, j'ai plus envie de faire l'aventure toute seule. Je sens que le marché aussi est en train d'évoluer. J'ai Chris qui a racheté une autre boîte. Alors eux, ils font un peu le vintage de la lunette en ligne et je sentais que tout s'améliorait. Et j'étais, mais si je veux tenir à long terme, timing, quoi. Voilà, t'as eu un timing et je me suis dit, en soi, vaut mieux peut-être le prendre maintenant et voir ce que c'est et évoluer avec un groupe plus tard. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis retournée vers Atoll et en fait, j'ai eu un fit humain avec les gens incroyable. Et je me suis dit, en vrai, go. Enfin, franchement, go. Alors, tu vas me parler de ce deal, de ce que tu peux nous, ce dont tu peux nous parler, mais surtout de la strat derrière. Juste mini parenthèse pour les gens qui ne viennent pas de cet écosystème non dilutif, c'est que tu prends des parts du capital. Oui, donc tu te donnes, tu cèdes. Dilutif, c'est que c'est que de la dette, donc tu dois rendre cet argent, tu mets ton capital en collatéral, en garantie. Sauf que non, toi, tu t'es même mis toi en partie. Pas tout. Mais du coup, non, mais ça voulait dire que la valo de la boîte à l'instant T était pas assez forte pour le montant que tu voulais. Du coup, t'as dû te mettre toi en collatéral. Quand j'étais plus jeune? Ouais. En tout début. En fait, t'avais pas de valo au tout début. Enfin, vu que tu commençais le projet. Ouais, mais ça a dû être un peu. Non, même pas. Attends, ça remonte à il y a longtemps. Non, non, c'était juste. En tout cas, tu t'es mise en risque. Ouais, carrément. C'est ça que je veux alors dire. moi, j'ai pris full risque. Et non, mais que les gens comprennent que si tu prends 2 millions et que tu files 20% de ta boîte, c'est pas la même chose, même que si tu prends 500 000 en dette et que tu dois les rembourser. Ah ouais. Et l'autre chose, tu parlais, je crois, c'est obligation convertible. Tu rentres d'abord sur de la dette, mais après, tu peux les convertir en gros, c'est ça. Et du coup, pas rembourser la dette et filer des parts. C'est le fonds qui c'est ça. En fait, c'est comme s'il te prêtait de l'argent et 2 options à la fin. Soit tu paies la prime de non-conversion et du coup, tu redonnes de l'argent pour pas qu'ils prennent tes parts de la boîte. Soit tu ne la paies pas, sachant que tu as déjà payé des intérêts 8% par exemple sur les 14. Et du coup, tu as payé cet argent et en plus, du coup, tu dois le rembourser. Et ils ne prennent pas de part de capital. Et parfois, si tu n'as pas la liquidité, t'es obligé de leur donner des parts de ta boîte. Voilà, c'est ça. Merde, je suis en train de perdre ma question qui était quoi? On a parlé du deal. Oui, toujours la même. Pareil que ce premier problème dont on a parlé sur l'association, etc. Qu'est-ce que tu aurais pu faire, que tu aurais pu entendre, qui aurait fait que cette levée de fonds aurait pris moins de temps et que tu aurais abouti à Atoll? Je pense que j'avais besoin de cheminer en vrai. Parce qu'au début, je veux rester toute seule. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je pense à un truc qu'on fait pas assez. Je pense qu'au fond de nous, on a tous une petite voix qui sait ce qu'il nous dit, on veut pas l'écouter. Et je sais que j'ai encore tendance à le faire de temps en temps. C'est incroyable, malgré tout ce dont on a parlé avant, de tous ces moments où tu as appris... Ouais, mais tu veux y croire, t'as de l'espoir, tu vois. Et du coup, il y a des trucs où tu dis, cette réalité, c'est celle qu'il me faut et tout pour ça. Et dans ta tête, c'est contradictoire, t'as peut-être tout ça de positif et tout. Et en fait, au fond de toi, je trouve que t'as toujours cette petite voix. Et moi, je me disais, non, je veux rester seule dirigeante, etc. Et je pense que c'est aussi que le marché me vendait, la levée de fonds, c'est trop bien, c'est top et autres. Et en fait, c'était pas une réalité qui me correspondait. Moi, je préfère développer une boîte. Enfin, à l'heure actuelle, peut-être que dans 10 ans, j'aurai un autre discours. Mais je préfère développer une boîte avec un gros acteur derrière qui va être à mes côtés, qui va pouvoir mettre un beau coup de boost. Et en fait, donc, ce que j'aurais pu faire, c'était déjà écouter ma petite voix. 2, essayer de plus comprendre les choses. Faire des recherches, contacter des gens. Pourtant, je les ai fait, mais tu vois, ma grosse erreur sur le premier entre guillemets tour de table, là, quand c'était pas de tout lire et pas, le banquier, il m'avait fait signer, je pense, 40, 80 ou, je sais pas, peut-être 100 pages de choses, les petites sans lignes. rien comprendre, quoi. À la personne, j'avais 19 ans, mon premier prêt, il m'a dit, oui, tu recopies ça, etc., mais t'inquiète, au cas où il y a une garantie, quand j'ai failli me retrouver dans la merde. J'ai failli me retrouver dans la merde, la garantie, elle arrivait en deuxième demande que dans des cas particuliers. Du coup, moi, j'aurais pu me retrouver endetté, selon si prêt d'honneur ou pas était en plus converti, entre 160 et 250 000. Donc, à 25 ans, ça aurait été un peu compliqué pour commencer la vie. Et j'avais des gens entre moi qui me disent, t'inquiète, t'as des gens, c'est un prêt étudiant. C'est vrai. Bon, c'est quand même un prêt étudiant énorme, mais ils essayaient, je pense, de me faire relativiser en me disant, tu peux t'en sortir, c'est le prêt d'une maison. Et moi, j'étais, mais je peux pas. Enfin, ma vie, je fais comment, ça va pas. Bon, après, c'était le plan, parce que je vois tout le temps les extrêmes. J'allais pas en arriver là, mais tu te dis bon. T'es quelqu'un de stressé ou pas?
Anxieuse, pas stressée. C'est Ah, ok, tu fais juste la parenthèse. Moi, quelqu'un m'a dit récemment, un anxieux, ou du coup un stressé, mais on va dire un anxieux ou une anxieuse. C'est quelqu'un de très créatif pour se faire tous les mauvais scénarios qui ne vont jamais arriver. Non, mais c'est ça. Et moi, j'ai répondu, du coup, je suis à ma bonne place en tant qu'entrepreneur. Ça passe, tu vois. Non, mais carrément. Non, mais en fait, c'était, mais tu vois, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que le fait aussi, par contre, de tout comprendre, toutes les merdes qui étaient possibles, ça m'a aidé à prendre une meilleure décision. Parce que le fait d'avoir le spectre total de, ok, dans le meilleur des mondes, ça se passe comme ça, dans le pire des mondes, ça se passe comme ça, j'ai peut-être pris une décision qui est très bonne à 90%, mais je l'ai prise. Sur la levée, admettons demain, il y a un même truc similaire. C'est un truc où tu sais pas exactement comment ça se passe. Tu sais, en fait, tu te retrouves face à une montagne et tu sais que tu dois emmagasiner un max d'informations pour faire les bons choix. Ouais. Ok, mais je peux te donner un exemple qui me concerne moi. Vas-y. Ok, je vais devoir changer de monteur pour trouver quelqu'un qui me fait un teaser. J'ai eu beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas de confiance. Et là, je te parle d'humain, de délivré, enfin vraiment, c'est assez fou. Je suis face à une montagne pour moi de me dire avant que je trouve que c'est pas ouf, tu vas trouver un monteur. Ouais. Mais même là, je suis en mode, le chemin, il va être trop douloureux. Donc, je reste avec un truc qui me convient pas forcément. Et ça, c'est pour ça que je viens à ce truc-là. Comment on fait pour, malgré ces expériences, revoir une nouvelle montagne, se dire, oh putain, le chemin, il va pas être facile, mais arriver à s'auto-convaincre que si on ne gère pas le chemin maintenant, ça va être 10 fois pire après. Mais c'est ça, t'as tout dit. Tu dis, c'est se faire confiance de ses expériences. Non, mais c'est comme le pansement ou je sais pas quoi, plus tu le tires rapidement, ça ira. Ça va faire mal, hein. Mais crois-moi, à long terme, ça va toujours être bénéfique. T'apprends à embrasser la douleur à l'instant T parce que derrière, ce sera de l'apaisement. En fait, tu le sais pas en plus, ça se trouve, mais là, ce qui prime, je trouve, c'est l'expérience des gens qui t'entourent. Parce que tu vois, mon associé, du coup, on s'est séparés, on a fait les papiers en 3 jours et je pense qu'en 2 semaines, au final, tout était terminé. Et on m'a dit, si tu le fais pas maintenant, ça va durer des mois et des mois. Et en vrai, heureusement, parce que après, tu vois, du coup, j'ai signé avec Atoll sur une valorisation qui était cool, tu vois. Ils auraient pas fait ça. Non, mais en fait, du coup, il aurait eu un pourcentage en sortant. Alors que du coup ils auraient peut-être acheté ses parts et c'est pas de l'argent qui aurait été dans la boîte pour développer la boîte. Peut-être que le deal serait pas fait s'ils avaient un peu plus investigué et que ça marchait pas bien entre vous deux. Voilà, c'est ça, tu vois. Si jamais ils faisaient plus confiance au binôme de dirigeants ou s'ils voyaient qu'il y avait un binôme qui était une des personnes du binôme qui était partant, ça aurait peut-être pas marché. Et du coup le fait d'avoir géré ça juste 3-4 mois avant, ça m'a ouvert d'autres opportunités. Alors que si j'avais laissé traîner, en fait ça aurait été peut-être hyper complexe. Je sais pas, après peut-être que non, je sais pas, mais c'est une des possibilités aussi et du coup je suis très contente d'avoir fait ça. Donc, tu essaies de faire confiance à toi qui galérais, puis toi qui a réussi à surmonter, et les prochaines fois te dire, allez, et après, allez Ophélie, on y croit. Clairement, et en fait, c'est être pragmatique. C'est vraiment, je pense il y a des moments où t'es down. Oui. Question différente. Non, mais allez, vraie question, parce qu'on parle de Ophélie mature, battante, courageuse. C'est quoi les tâches que tu procrastines? Parce qu'on procrastine tous. Oui, on procrastine tous. Et les tâches, faire mes frais, des trucs comme ça, genre l'administratif. Mais heureusement, j'ai Lucie dans ma boîte, c'est mon bras droit. Okay. Et franchement, tout ce qui est administratif, t'es quand même dans un pays qui est très normé, faire des contrats, des petites choses et tout. Mais elle m'a sauvée de situations hyper complexes parce qu'elle faisait bien les papiers, bien les contrôles, bien les trucs. Donc, c'est-à-dire qu'avant, tu le faisais toute seule, t'as galéré, tu t'es entourée. Clairement, ouais. Okay. Et cette personne, je l'adore. Et en fait, dans ma boîte, j'ai l'habitude de me dire, j'ai Lucie, c'est mon cerveau droit qui m'aide pour la finance, les petits trucs, l'administratif, et Chloé qui est mon cerveau gauche, qui est le cerveau créatif. Et du coup, j'ai essayé de m'entourer de très bonnes personnes. Et encore une fois, je sais pas si ça va durer peut-être toute la vie ou tout le temps de la boîte, mais à l'instant T, je kiffe et j'adore et j'ai de la chance de les avoir autour de moi. Et du coup, j'ai essayé de valoriser énormément. Bon, après, j'ai d'autres personnes aussi dans la société que j'adore. Non, mais tu peux avoir un lien particulier et elles sont là aussi depuis un peu plus longtemps. T'es en train de me dire que les tâches qui te faisaient chier, qui presque entachaient à ton bonheur et à la passion que t'as quand tu fais ton métier, t'as décidé de les déléguer auprès de gens de confiance? Ouais. Et par contre, je check tout avec, tu vois. Et elles s'éclatent. L'une et l'autre, elles s'éclatent. Elles sont très différentes, elles s'entendent très bien, mais elles s'éclatent dans leur, dans leur truc. Et quel kiff de trouver quelqu'un qui kiffe ce que tu détestes. C'est vraiment, t'es là en mode, wow, quel bon match. J'ai pas encore retrouvé mon associé, mais n'hésitez pas, les amis. Je voulais juste avancer là-dessus. On parlait de l'assaut, du partenariat avec Atoll. Et je veux revenir un peu là-dessus. Tu te rémunérais très peu pendant 5 ans avant ça. Du coup, j'ai dû racheter dis-toi, les 6 derniers mois avant que je rachète. On va dire en mars-avril,
Du coup, j'ai dû racheter la boîte. Alors, on se rémunérait sous holding. Bref, c'est un truc classique de dirigeant. Oh, Zuckman. Non, mais alors, clairement, je serais pas dedans, t'inquiète pas. Ne lance pas là-dessus, Yacine, s'il te plaît. Non, mais on n'est pas du tout dans ce patrimoine-là. Mais parce que sinon, en tant que dirigeant salarié, on avait beaucoup plus de charges patronales. Et du coup, en fait, ça revient juste à l'équivalent de si t'étais salarié en termes de charges. Et bref. Du coup, en fait, j'ai dû racheter pour éviter qu'ils se prennent une imposition de dingue. C'est ma société qui a dû racheter la sienne. Et sauf que ce qui s'est passé, pourquoi je parle là-dedans? Je te parlais de ton salaire, des choses comme ça. Oui, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour faire ce rachat, je me suis pas payée pendant 6 mois. Parce qu'en fait, c'est pas la société qui devait racheter, c'était moi. Donc en fait, je me faisais remonter des salaires pour payer sa boîte à lui. Comment t'as vécu juste pendant 6 mois? Alors déjà, c'était très compliqué. J'avais mis de côté, je dépensais vraiment pas, je dépensais pas beaucoup. Je me suis pas fait beaucoup de plaisir et tout. Et franchement, je comptais tout le temps sur. Alors que tu faisais du chiffre. Ouais, on faisait du chiffre. C'est pas hyper frustrant de te dire que ta boîte va bien et que t'es pas capable de. Alors, elle allait pas hyper bien, mais tu vois, j'aurais pu me mettre un truc. Et en fait, c'est pour le long terme. Et en fait, je me posais même pas la question. Je pense que j'étais dans un état de survie. C'était la suite du projet. Ouais, et pourtant, tu vois, je l'ai pas racheté je l'ai pas racheté non plus un chèque énorme. C'est pas ça le sujet. Mais en fait, c'est juste que j'ai dû racheter. T'avais tellement de frais aussi autour d'un petit rachat comme ça que en fait, t'as pas le choix, tu vois. Et des fois, tu fais des sacrifices. Et franchement, à ce moment-là, je kiffais pas ma vie. Hein. À la fin de ces 6 mois, t'avais fini de rembourser aussi ton premier prêt? Non, ça, je l'ai fait pour 5-6 ans. Mais après, en fait, c'est la boîte qui rembourse. Tu vois, moi, je suis caution. Mais c'est la société qui rembourse, c'est pas moi. Ça fait partie des frais que t'anticipes. Ouais. Donc, mais je pense qu'en fait, tu vois, un truc, là, j'explique vachement soit des structurations et tout. Je trouve que, je sais pas si c'est la France ou l'époque actuelle, on dit pas assez les choses. Et moi, ça m'a vachement manqué d'avoir des gens qui étaient honnêtes et qui me disent, en fait, je t'explique par A plus B, non, ce n'est pas tabou, voilà ce qu'il faut faire. Parce que vraiment. C'est quelqu'un financier qui t'avait accompagné, tu m'avais dit? Moi, c'est mon avocat qui m'a beaucoup aidé, tu vois. Mais heureusement que j'ai un avocat avec qui je m'entends super bien. Non, mais c'est ça, la relation, elle est extra. Franchement, j'ai une super. Il me dit tout le temps. Enfin, on a une relation hyper top et on a créé une relation presque amicale. Mais en fait, je sais que tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Mais du coup, t'apprends comment? Enfin, en fait, t'as besoin de gens qui te disent les choses et de trouver. Enfin, franchement, si j'avais pas eu des gens qui à ce moment-là m'avaient dit, fais attention à ça, fais attention à ci. Enfin, et puis même, tu vois, ton avocat. Moi, j'ai créé une bonne relation avec parce qu'il y a eu plein de sujets. Mais sinon, tu fais quoi? Tu fais confiance à quelqu'un que t'as jamais trop vu. Enfin, c'est dur. Donc du coup, je pense que c'est hyper important en tant qu'entrepreneur d'avoir des plateformes, d'avoir des choses et de dire ce qui va pas et de trouver des solutions, tu vois. Much agreed. Raconte juste, Atoll arrive. Déjà, est-ce que tu peux mieux te rémunérer? Ça y est? Ouais, ça y est. Ouais, j'ai négocié aussi dans mon deal une rémunération mensuelle fixe. Et du coup, non, là, je suis contente. C'est la première fois que tu captes réellement la valeur de Zach? Ouais, j'avais fait une fausse valorisation pour la levée de fonds du coup. Oui, c'était pas pour tenir dans ta poche, c'était un moyen. Et puis même là, tu vois, en fait, je me dis toujours une valorisation, c'est à l'instant T. C'est comme mon deal, il s'est fait en 3 semaines, on était d'accord sur ce prêt-là, là, à ce moment-là. Là, je sais pas, le marché, je sais pas, finalement, t'imagines, c'est le marché des lunettes connectées qui pète. Ma boîte, il y a 6 mois, elle valait peut-être X montant. Là, elle vaudrait Y, elle vaudrait peut-être moins Y, tu vois. Ouais, okay, donc en fait, t'en sais rien. Et je trouve que aussi la levée de fonds, t'es OK à un instant T de la valeur. Mais c'est pour ça que je te parle de reward, c'est aussi, enfin capter la valeur, c'est de se dire, j'ai cravaché pendant 5 ans, ça y est, je peux vivre un peu plus sereinement. Ouais, ça c'est trop bien. Et aussi, je me suis vachement interrogée sur, je trouve qu'on peut avoir plein de moyens ostentatoires maintenant avec des sacs, des trucs et tout. Et du coup, ça m'a vachement interrogée sur mon rapport à l'argent. Et en fait, je me dis, mais moi, je m'en fiche. Alors vraiment, je m'en fiche d'avoir des sacs, des trucs et tout. Et ça, je pense que c'est la société qui te vend vachement ces trucs-là, d'avoir des petits symboles et tout. Et en fait, je me suis dit, je ne comprends pas la société humaine derrière ça. Alors, je pense que c'est parce que matérialiste. Ouais. Non, et je pense que c'est aussi quand t'es entrepreneur, tu te rends compte de tous les trucs marketing, et voilà. Et du coup, tu te dis non, mais en fait, c'est un produit comme un autre, juste on te le vend. Brainwashed. Voilà, clairement. Et du coup, je me dis non. Donc, ça m'a aussi interrogé sur ma valeur à l'argent, tu vois. Bon, donc, moi, je suis convaincu d'une chose, notamment quand tu mets autant de passion, d'énergie dedans, que oui, l'argent rend pas heureux. Par contre, quand tu n'en as pas, il peut te rendre anxieux. On va pas se mentir. Non, mais ça, je l'ai capté récemment, tu vois. Non, mais oui, c'est hyper important. Et je pense, il y a 2 écoles là-dessus. T'as des gens qui disent non, l'entrepreneur, il doit pas bien se rémunérer, il doit tout mettre la valeur et tout dedans. Je pense que ça a ses limites quand même. Hein. Parce que moi, effectivement, là, tu vois, ces 6 mois, je me payais pas. Je devais payer mon loyer.
Franchement, c'était la merde. Hein. Heureusement que j'étais avec quelqu'un à côté qui pouvait m'aider pour les courses et tout, alors que t'es dirigeant. Hein. Enfin, du coup, j'ai été dans Forbes et tout. T'as des gens qui pensent que j'étais à cette période-là multimillionnaire. C'est pour ça qu'on parle d'argent, genre en mode. Non mais oui, et moi j'étais non, c'est la merde. Genre vraiment, c'est la merde. Ouais, enfin, les paillettes, c'est sur les réseaux, quoi. Ouais, non mais clairement, c'est les paillettes sur les réseaux et surtout LinkedIn. Non mais oui, réseau. non mais clairement, bah Insta, je trouve que c'est pas mal aussi. Hein. Franchement. Ouais, mais Insta vient de plus en plus le côté. Ouais, limite. Ouais. Moi, j'ai du mal, mais on s'en parlait. Bon, on se montrait sur Insta, mais il y a des personnes qui se montrent en pleurant. Je trouve Sandra fait preuve de beaucoup de vulnérabilité sur Insta. Ouais, sur LinkedIn, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est enfin, même là, quand on se dit on veut de l'authenticité, mais c'est enrobé dans une pub Apple où je te tartine de partout. Mais je pense que LinkedIn attend ça. Moi, mes posts qui marche le plus, c'est quand je suis quand hyper transparente. Et authentique. Non mais clairement, là j'ai fait un post, j'ai repartagé une pétition sur l'encadrement des loyers à Lille. C'est même pas moi qui étais à l'honneur et tout. J'ai fait 2500 likes sur LinkedIn. Enfin je pense que t'as un peu les notions. Alors rien à voir avec ton business, quoi. Mais en fait, juste parce que je partageais et tout, mais juste en disant, mais c'est une tarte. Alors là, c'est l'exemple récent, mais il y a une autre fois, j'avais partagé, enfin je sais plus, mais c'était, vraiment, c'était une difficulté. Genre vraiment, pour être dans le retail, parce qu'on a des boutiques physiques, c'est très cher, c'est très dur aujourd'hui. Et en fait, j'ai osé dire les choses et du coup me montrer vulnérable parce que je disais combien je payais mon loyer. Et les gens, du coup, se sont sentis touchés. Et en fait, j'ai eu un engagement de dingue, tu vois. Ok, où les gens se disent. Donc je pense que non, les gens. Elle est pas là pour des likes forcément, quoi. Ah non, mais moi c'était. Il y en a beaucoup quand même sur LinkedIn. Mais tu vois, moi c'était même pas mon combat. C'était juste, je voyais deux personnes qui partageaient, qui essayaient de faire mettre en avant cette pétition parce qu'ils sont nous malheureusement dans notre rue. Bon, c'est un autre sujet, mais tu vois les gens qui tiennent grand max 3 ans parce que ça coûte tellement cher qu'après ils sont obligés d'arrêter. Ouais. À Lille, c'est plus cher que Paris dans mon quartier. Et du coup, en fait, t'en as marre d'avoir ta vie commerçante aussi qui se tue comme ça, ou sinon t'as que des énormes chaînes qui vont finalement avoir un flagship. Tu parles du loyer du local, hein, ouais, du loyer de la boutique du Vieux-Lille. Et en fait, je voulais juste partager ça parce que j'étais engagée, tu vois, sur ce sujet-là. Et en fait, d'avoir parlé avec le cœur, d'avoir parlé avec les tripes et d'être sincère sur LinkedIn, du coup, ça a vachement plu. Je sais plus pourquoi on a dérivé sur LinkedIn et les réseaux. Non, je voulais juste revenir sur une chose, sur Atoll. Là, d'un point de vue strat, d'un point de vue Zach, il me semble que tu voulais créer une marque. Ouais. Il me semble que tu veux aussi créer, que tu as créé une marque, que tu veux aussi créer tout un réseau pas un réseau de distribution, mais être une solution provider. Ouais. Explique-moi, c'est quoi la strat? Est-ce qu'il y a de l'international dedans? Est-ce que passer par un, entre guillemets, gros, est-ce que pendant des années, tu as été en mode non, moi, c'est David versus Goliath et je veux rester. Tu vois, au début, c'était ça, ouais. Bah ouais, j'imagine. Tu vois les gros mauvais, et après, ils s'approchent et ils sont gentils et t'es en mode ah, ok, tout le monde est pas malveillant. Un truc aussi, c'est triste à dire, mais je suis une femme et t'as très peu de femmes dirigeantes dans ce marché-là. T'as eu des a priori de ouf quand t'as vu. Ouais, non, mais vraiment. Et puis, t'as 5, on va dire 6 grosses enseignes. Que des hommes, 45, 50 ans, etc., dirigeants. Donc, le classique de l'entrepreneuriat. C'est familial, ces boîtes-là dont on parle? En plus. Franchement, ouais. Et ça, c'est un kiff. Genre, Atoll, vraiment, c'était la veille je sais plus si c'était la veille ou le lendemain de Cannes. Je crois qu'on était allé le jeudi, peut-être. Enfin, non, t'avais eu je crois que pendant Cannes, t'as eu ton truc ou juste la veille? Non, ou alors le lendemain, j'y allais et je me suis retrouvée 2 jours après à faire des soirées bourguignonnes avec des chants bourguignons. Et vraiment, je me suis dit, ça n'a rien à voir et tout. Donc, j'étais avec des gens mais c'était trop bien, tu vois. J'ai kiffé mes 2 moments très différents. Mais là, j'étais dans les vignes, mais alors vraiment le cliché de la France avec du bon fromage. Alors Cannes ou la Bourgogne? Rien à voir, les deux, j'ai vachement kiffé. Mais pour répondre à ta question, oui, ça reste familial. Ça dépend lesquelles. Ça dépend aussi quelle structure. Mais moi, celles avec lesquelles j'ai travaillé et celles avec lesquelles je travaille maintenant beaucoup à Atoll, ça reste vachement familial et c'est trop bien de travailler avec des humains avant tout. Et la stratégie derrière ça, en fait, c'est qu'ils m'aident à développer le côté vraiment qu'en fait je fasse mon métier. Donc moi, mon métier, c'est faire de la collecte, du reconditionnement et trouver une solution, être un acteur logistique. Et eux, que ce soit un de mes distributeurs. Mais en fait, et du coup, autant se servir du réseau de partenaires que j'ai. Mais pourquoi pas, si les indépendants veulent continuer à me distribuer, et c'est le but, c'est que je sois une solution pour le marché de reconditionnement de montures. Combien de magasins dans lesquels vous êtes? Alors là, on a 518 distributeurs exactement. J'ai une boutique dans le Vieux-Lille et Atoll a 800 magasins. Et du coup, l'idée, c'est d'aller dans les 800 magasins. Et du coup, en gros, t'as des descentes de produits. Si tu veux, t'as homme-femme. Et à l'intérieur, tu peux avoir Ray-Ban, Rip Curl, le Vogue, Dior et tout. Maintenant, t'as lunettes reconditionnées. Et avec un beau petit ruban. Et t'as toute la descente de produits. Ok. Il y a la marque quand même qui reste. Alors, t'as Zach. Il y a écrit Zach. Il y a écrit Zach. C'est lunettes reconditionnées by Zach. Et du coup, et t'as tout le petit circuit qui est expliqué. Et c'est Zach partout. C'est tamponné, collecté, reconditionné. Mais, tu disais Ray-Ban. On voit quand même que c'est Ray-Ban. Tu peux m'expliquer juste,
Je suis désolé, on pourra pas en parler 3 ans. Il y Ouais, avait toute t'inquiète. une strat, il y a une gamme, tu m'en parlais que t'as pas pu faire parce que sinon ça voulait dire que t'allais en Chine et que Ouais. tu voulais pas forcément le faire. Il y a tout un truc sur la marge de prix. Ouais. Allez, je peux spoiler, je crois que c'est 297% qui faisait comme marge. Ouais, c'était avant. Je crois que c'était global. Il me semble que c'était. Alors, ce chiffre-là date de, je pense, il y a bien 4-5 ans. Ok. Mais en gros, c'était. Je pense que dans ce esprit-là, c'est pas non plus pris en charge la main-d'œuvre parce que l'opticien, en fait, le verre arrive comme ça. C'est pas juste à. Ouais, il y a la Donc, t'as monture. tout un, ok. un travail. Mais alors, oui, je te confirme que aller faire produire une monture en Chine et mettre un logo dessous, tu as une marge en 3 chiffres en pourcentage. Tout ça, c'est parce qu'en plus, il y a une côté remboursée par la Sécu. Ouais, donc, et c'est pour ça que ça a vachement changé. Parce Ok. parce qu'avant, grâce à toi. non, pas que. On a milité pour des trucs, mais ça pas du tout. Les notions remboursement non, mais les notions remboursement reconditionné oui. Je me suis retrouvée à Bercy, à échanger avec la DSS, l'AFNOR, etc. parce que c'est des choses importantes. Mais en gros, pour dire avant, si tu veux, comme on avait tous des mutuelles d'entreprise et autres, on pouvait changer de lunettes tous les ans parce que c'était pris en charge et on n'avait pas forcément de variation de notre correction. Et du coup, les gens changeaient parce que c'était pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle pour avoir une nouvelle monture. Alors que c'était pas un besoin et qu'on est dans la santé avant d'être dans la mode. Et si t'es dans la mode, tu peux payer toi-même. Mais l'optique, c'est une profession de santé. Donc c'est important que ce soit utilisé à bon escient. Donc et du coup le but nous avec leur conditionné, c'est de se dire on peut faire durer la vie du produit. Et en gros ça coûte tellement moins cher. Si tu veux par exemple on reconditionne pas les produits qui étaient en prix neuf consommateur au-dessus de 100 € TTC, enfin en dessous de 100 € TTC, parce que ça vous coûte. Ouais. Voilà, ça nous coûte plus cher de reconditionner le produit que le revendre. Une personne achète une produit de l'équivalent en Asie pour le revendre en neuf quoi. Donc mais du coup ça redonne sa valeur à produit aussi. Donc tu dis grâce au reconditionné, vous pouvez avoir des produits plus qualitatifs qui vont durer dans le temps. L'international dedans ou pas à terme? Je sais pas si Atoll. En fait, c'est un marché très différent parce que en France, on a sécurité sociale et mutuelle. Et tu vois, moi, par exemple, à Lille, j'ai plein de clients belges parce que pour eux, ça leur coûte beaucoup plus cher. Donc pourquoi pas? Mais en fait, j'ai arrêté de faire des strates à 5 ans. Maintenant, je fais des strates à 2 ans parce que toutes les strates que j'avais imaginées il y a 5 ans, ça s'est pété la gueule. Au début, je voulais ouvrir plein de magasins. J'ai vu que la réalité, ça coûtait très cher. T'as le côté aussi RH et c'est dur de manager le RH quand t'es à l'autre bout de la France. C'est hyper compliqué. Donc pour l'instant, c'est plus dans ma strate actuelle ou peut-être une à Paris, tu vois, genre parce que c'est à côté de Lille, c'est faisable et tout. Mais ça va trop vite. Et puis même le marché, l'environnement économique actuel en ce moment, tout change. Okay, et toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois rester ouvert et trouver des solutions c'est pas que tes envies. Donc c'est des opportunités que tu vas écouter plutôt qu'un gros plan. Maintenant, je fonctionne comme ça. Atoll, j'aurais jamais imaginé être associé à Atoll, surtout que il y a 2 ans, je distribuais chez une autre enseigne, tu vois. Donc j'aurais jamais. Et alors, non mais oui. Vraie question, Atoll. On n'en a pas parlé, mais je suis sûr qu'il y a de l'audace et du culot. Bon, ça veut dire la même chose, mais passons. Comment tu les as contactés, Atoll? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? Est-ce que LinkedIn est un bel outil pour toi de sourcing? Ouais, carrément. Moi, c'était, je crois que je suis la deuxième personne la plus suivie en optique sur LinkedIn. Donc, moi, ça m'a aidé. Et le premier, c'est le DG d'Atoll. Ah, trop drôle. Donc, pour eux, je pense que ça a un intérêt aussi. Mais, en gros, la première fois, t'avais une autre personne qui était, le fondateur de Lunettes pour tous, qui était vachement mis si tu veux, c'est un marché où, je sais pas, BFM, etc., ils invitent vachement un gros David et Goliath. Voilà, David et Goliath. Et en face, ils mettaient une petite start-up pour un peu contrebalancer. C'était longtemps Lunettes pour tous avec du coup Paul. Une petite start-up. Voilà. Paul n'était plus une petite start-up. Paul Morlaix, et du coup, il voulait avoir une nouvelle image. Et en fait, je me suis fait inviter la première fois sur BFM. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le DG d'Atoll à l'époque, qui m'avait envoyé une petite pique sur mes boîtes de collègues que j'avais copiées sur eux. Je t'aimais pas du tout. Et finalement, on est toujours resté un peu en contact. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je voyais que ça grandissait, on collectait de plus en plus parce que de base j'avais un business qui était exclusivement B2C, on vendait dans mes boutiques et en fait je me suis retrouvée je crois en 2023 à collecter 80 000 lunettes sur le marché, j'en mets 2000 par an avec la boutique. J'étais on va être une solution. Il y a du stock là. Voilà, et du coup je me suis dit on va commencer avec une première enseigne pour redistribuer et maintenant je suis à 60 000 par mois, donc je me suis dit soit je fais du greenwashing et je dis à tout le monde que j'en valorise alors que c'est totalement faux, soit non, ce que j'ai envie de faire c'est de trouver des vraies solutions, donc échanger avec une autre enseigne. Et j'avais eu un trop beau fit humain, à force tu te recroises, t'as des événements en optique, tout le monde se connaît assez vite et du coup on était restés en contact et en fait full culot, j'ai été dit écoutez, je bossais avec vous, j'étais allée les rencontrer et tout et j'avais fait toutes les démarches et après ils m'ont recontacté eux. Cette Ophélie qui contacte en live et puis qui recontacte, déjà 2 choses, mais moi je vois, on en parle en fait en filigrane le long de toute l'interview, j'ai l'impression que toutes tes expériences s'inscrivent autour de l'humain. Et j'ai aussi l'impression que t'es incapable, surtout un plateau BFM, tu stresses, en théorie,
ou tu es anxieuse, je sais pas. Je sais pas comment dire, mais d'être à l'écoute de l'opportunité, c'était pas passé par tout ce que tu nous as raconté déjà sur la dernière. Donc, Bah, c'est-à-dire c'est les l'apprentissage. galères. Exactement. Mais je trouve que, enfin, moi, c'est plus flagrant parce que tu me le dis il y a une demi-heure. Toi, c'est ta vie, mais je trouve qu'à chaque fois, superposer tout ça, t'es en mode, OK, donc c'est ça qui lui a permis de ça. Et j'arrive à une de mes dernières questions. Enfin, on en rentre vraiment dans les dernières questions. Allez, t'as dit des plans à plus de 2 ans max. Ouais. Zach, dans 2 ans, c'est quoi? Et je veux rentrer dedans. C'est pas forcément en chiffres, mais je sais que c'est aussi un hommage à ta maman. Explique-moi un petit peu entre ce que tu voulais il y a 5 ans et ce que tu veux aujourd'hui pour dans 2 ans. Alors, il y a 5 ans, je rêvais que ce soit une petite enseigne avec des petites boutiques partout et tout, peut-être dans les 10 plus grosses villes de France. Maintenant, je suis vraiment tournée vers la notion d'impact et du produit. J'ai été aussi ambassadrice du mouvement Impact France au niveau de France. Et du coup, j'ai rencontré plein de patrons qui montraient que tu peux faire du chiffre et faire bien les choses pour grossir un peu le trait. Et en fait, je suis vraiment tournée autour de me dire, comment je peux donner du sens à ma vie. Et en fait, moi, je me suis pris cette mission de me dire, mais en fait, je peux peut-être avoir un petit impact sur le marché en proposant une solution éco-responsable, développer comme Back Market a fait dans la téléphonie. Mon rêve, c'est de faire un Back Market des lunettes, que ça ait cet impact-là. Back Market est une licorne quand même. Non, alors pas, mais côté image, tu vois, dans le marché, parce que notre marché, on sera jamais un marché tech. Mais si je peux faire un petit Back Market dans l'optique, c'est vraiment mon rêve ultime, tu vois, que ça ait cette notion-là. Donc ça, maintenant, ce serait plutôt ça, et c'est vraiment, en fait, de collecter partout en France, d'avoir réussi à mailler et qu'on devienne un peu logisticien économie circulaire dans l'optique, que tu aies des petites boîtes Zach, et dès que le consommateur a une ancienne lunette, ah bah tiens, la seconde vie, il va pas avoir Zach qui passe derrière. Ensuite, le reconditionner, du coup, qu'on crée plein d'emplois et du coup, qu'on ait d'autres entreprises adaptées, donc créer d'autres emplois au niveau local pour le reconditionnement. Et après, en fait, avoir un magasin, peut-être 2, peut-être 3, pour avoir juste incarner la marque, mais plutôt de me dire, mais en fait, trop bien, j'ai une usine, ça me fait kiffer, où j'ai plein de produits, j'ai plein d'ordinateurs avec des petites commandes quotidiennes pour qu'elles aillent vivre leur seconde vie dans d'autres boutiques d'optique. Et que ce soit une vraie solution de substitution, au lieu d'acheter du produit neuf que tu as reconditionné. C'était impossible pour toi d'être en marque blanche, donc le nom Zach n'existe pas. Si, je pourrais très bien reconditionner. Je sais pas si à Flelou, je pense pas, parce qu'ils font du plus 1 pour 1 euro de plus, t'as 3 montures. Mais je sais pas si un jour ils changent totalement de vision, qu'ils se disent, écoutez, je voudrais faire du reconditionné. Est-ce que je peux passer commande et dire que c'est du reconditionné? Moi, mon but, c'est de reconditionner et de trouver une solution. Mais le nom Zach, ça te ferait pas chier qu'il apparaisse pas? Non, tu vois, c'est aussi lié à moi, et je pense qu'il a déjà vachement résonné dans mon marché, et je pense qu'à un moment je serais heureuse de tourner cette page aussi, tu vois. Genre, la vie elle est longue et ce sera hyper encadré à moi, ça aura hyper marqué ma vingtaine, et peut-être que ça marquera encore le début de ma trentaine, voire un peu plus. Mais non, en fait, je suis assez ok de me dire, j'ai kiffé à fond. J'ai adoré cette période, et si un jour ça doit s'arrêter, c'est ok, ce sera plein de beaux souvenirs, j'aurais réussi à marquer, à faire quelque chose, à donner du sens. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que je pensais, là, il y a 6-7 mois, quand c'était un peu la galère, de me dire, un jour, je voudrais vendre, arrêter, je serais plus dans le business et tout. Mais non, ça me fait trop kiffer. Si c'est plus cette boîte-là, je pense que ce sera une autre, parce que c'est interne à moi et j'ai besoin de m'engager dans des trucs. Eh ben, tu me lances là-dessus. Vraiment, je gratte un peu le temps. C'est quoi la boîte que t'aurais aimé monter, que t'as pas encore montée? J'ai eu plein d'idées. Les industries, les choses. Tu vois, ça me fait kiffer l'industrie. Être au niveau. Ok, l'industrie, ok. Pas l'industrie, mais en fait. T'aimes les palettes, les grosses machines. Non, bizarrement, je kiffe. Franchement, j'adore aller en entrepôt. Tu viens du Nord, quoi. Non, mais en fait, je trouve que c'est comme si je trouve que tout le monde se rend pas forcément compte. Mais en fait, t'arrives dans ta petite usine à avoir un impact national. Et ça, je trouve ça trop bien. Et en fait, j'adore aussi, t'as la logique intellectuelle de penser avec tous les petits maillons. Et en fait, tu dois tout réfléchir pour que ce soit mis sur le marché. Ça, je trouve ça trop bien. Pas de l'alimentaire, des petits détails pas du textile, qui ont un impact énorme à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas encore, et franchement, j'avoue que la tech me tente aussi, en fait, parce que c'est un truc que je connais pas et j'ai envie d'apprendre. Et je pense que la vie est longue, et déjà là, on en met un petit peu dans la boîte avec outils digitaux, traçabilité de produits de santé et tout. Donc je pense que possible. Après, ce serait peut-être un lien. J'aime beaucoup la santé. Alors c'est très compliqué. À un moment, je disais, je veux plus entreprendre dans la santé parce que t'as beaucoup le côté politique qui rentre en jeu. Parce que tu dois faire tout valider. Ça peut en même temps, t'as fait du lobbying déjà, non? Ouais, j'ai commencé. Je pensais jamais faire ça, hein, je t'avoue vraiment. Mais tu te rends compte de l'impact. Non, mais et tu te rends compte de l'impact que ça a. Tu te rends compte de la lenteur politique, réglementaire et tout. Alors ça, vraiment. Ça te décourage pas, ça, forcément, d'aller dans la santé derrière?
Si, mais tu te... C'est un challenge. En fait, c'est ça le problème. Ou alors peut-être que je le ferai pas en France, tu vois. Peut-être que si tu as un marché où je peux développer et innover sur la santé, en fait, je trouve ça trop cool avec l'entrepreneuriat de te dire, je peux résoudre des vrais problèmes et peut-être apporter un besoin sur d'autres trucs. Et je pense que mon rêve, ce serait peut-être de m'associer avec un ingénieur qui a trouvé une super technologie pour innover et résoudre une problématique pour des malades, et moi d'aider au développement de la solution. Je pense que ce serait un truc comme ça. C'est la dernière question et je veux te la poser depuis le départ. Ouais, pardon. Non, t'inquiète, c'était le principe en fait d'arriver à tout ça. Je veux revenir à un truc beaucoup plus méta, beaucoup plus 16, 17 ans. Qui t'a dit que c'était possible? À quel moment tu t'es dit, je répète, hein, t'es pas opticienne, tu veux créer un truc du back market qui a été injecté à coups de millions, et dédicace Thibaut que j'ai reçu dans ce podcast, mais on a beau dire ce qu'on veut, ça fait partie d'une autre sphère. Les smartphones sont pas réglementés et beaucoup, enfin, je peux te donner 50 000 raisons de pas te lancer. Je veux comprendre à quel moment tu t'es dit, je suis légitime pour le faire. En gros, un max de personnes puissent à l'envers. s'identifier. Ouais. Du coup, je sais pas, je suis désolée si les gens vont pouvoir s'identifier, mais en gros, comme j'ai perdu ma maman très tôt, je me suis dit la douleur était tellement forte que je pense qu'il n'y a jamais rien qui me fera plus mal. Et du coup, peu importe ce qui se passe, ce sera du gâteau à côté. Et en fait, je pense que ça vient de moi. Parce que j'avais envie de me dire, en fait, je vais en avoir plein des trucs sur mon chemin. Et du coup, soit je décide de passer au-dessus et de les prendre à bras le corps, soit je décide de me dire, ouais, la vie, elle est pas cool. Et c'est pas cool ce qui m'arrive. Et ça changera pas. Ou alors, je mets de l'énergie dedans pour que ça change. Donc, je pense que c'est vraiment la Ophélie de 17 ans qui a pris du recul en me disant, bon, ça va pas, mais on va faire en sorte que ça aille. Voilà. Ah, j'aime, et j'allais dire. Après, tu rencontres plein de gens. Hein. Non, mais bien sûr. Ça, c'est vrai, t'as toujours des gens. Mais moi, ça m'inspire en tout cas ce que tu dis. Non, mais tu vois, j'ai eu plein de gens sur mon parcours. Ma première coach, quand je te parlais de l'e4good au début, quand j'avais perdu ma maman très tôt, il m'avait mis une femme aussi qui, je pense, avait eu un côté un peu maternant autour de moi. Maintenant, j'ai ma coach Emmanuelle, que j'ai eu par Réseau Entreprendre, dont on en parlait tout à l'heure. J'ai eu ma psy aussi, beaucoup de femmes autour de moi. Mon papa aussi, mon père. Si la seule personne serait peut-être mon père, qui a changé vachement après l'essai de ma mère. Il m'a dit, de toute façon, t'es jeune. Lui, c'était son truc, c'est t'es jeune, plante-toi, apprends et ça ira. Et au pire, je serai là. Et là, tu vois, il a eu des problèmes de santé et ça m'a fait très bizarre d'être de l'autre côté, mais et de devoir l'aider. Mais en fait, je pense que c'est l'amour familial, tu vois, genre juste me dire, j'ai assez d'amour pour moi-même pour croire en moi. Et après, c'est ça ton filet de sécurité au final. Ouais. Et pourtant, de l'amour ayant une maman qui a été malade pendant 10 ans, qui était pas présente, et ça a eu un impact de dingue sur le plan de sa santé mentale. Je sais que j'en ai manqué, tu vois. Et mais après, mon papa en a développé plus, mes amis en ont développé plus, et je pense qu'il faut savoir s'ouvrir à ça. Et donc je pense que j'ai développé aussi mon amour en moi-même en me disant, Ophélie, il y a plein de gens qui sont capables, pourquoi pas toi, tu vois. Voilà. Un grand merci. De rien, ça me fait super plaisir d'être là. Mais moi, de ouf. Allez, je termine là-dessus, mais embrassez vos traumas. Je sais pas si c'est exactement ça. Et puis il va en avoir d'autres, mais ça va aller. Non, mais il y a vraiment ce truc de ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je sais qu'à titre perso, j'ai pas eu. Je sais pas comment je me sentirais si je perdais ma maman qui a beaucoup de poids, en tout cas dans ma vie. Mais je sais que récemment, elle m'a beaucoup aidé, ces dernières années, sur plein de traumas. Il est hors de question que je me lance dans un truc artistique qui n'a rien à voir avec les études que j'ai faites. Ouais. S'il y a pas plein de vérités et si mon monde dans ma tête s'était pas écroulé, j'ai l'impression que tu l'as vécu toi 10 ans avant moi, et j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu fais ça, et je reviens sur qu'un truc que tu as dit au départ, tu remets tout en question. Et moi, je sais que c'est pour ça que j'ai pas fait mon CDI à ma petite échelle, tu vois, mais que ça me conforte dans l'idée d'entreprendre. Donc tout ça pour dire, les amis, que c'est trop bizarre à dire, mais derrière la tempête, il y a une éclaircie. Mais c'est vrai, en vrai. Et par contre, si tu veux pas la voir, elle n'arrivera jamais. Et un dernier truc, ce qui n'a pas trop lien avec le podcast, le fait d'avoir perdu ma maman, ça m'a rendu super proche de mon papa, et je me suis rendu compte qu'il vieillissait et que malheureusement, il n'était pas éternel. Et en fait, là, il a eu des vrais problèmes de santé. Genre, il s'est fait opérer du cœur, tu vois, il y a une semaine. Et en fait, je me suis dit, si jamais il y a une merde, en fait, je suis la plus heureuse de la relation que j'ai eue avec mon père. Et ça, je souhaite à tout le monde de se dire. Après, je sais qu'il y a des gens, leur relation familiale, c'est pas ça. Mais pour tous ceux qui ont la chance de s'entendre un minimum avec leurs parents, en fait, de se dire, franchement, on n'en a que 2, ou plus qu'un, ou voilà. Et du coup, si vous en reste, c'est qu'il y a une base de relation, mais en fait, ils sont pas éternels. Il faut vraiment en profiter, il faut prendre de leurs nouvelles. Parce que je pense que quand on était petits, ils ont vachement essayé d'être présents. Donc ça, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, mais ça, c'est vraiment une des leçons par l'entrepreneuriat
que j'ai aussi appris parce que ça m'a hyper rapproché de mon père, tu vois, parce qu'il a été là dans les galères, il a Ouais, été là à l'écoute et c'est trop cool et on en a encore une fois que 2, donc je pense qu'il faut vraiment, pareil pour les frères et sœurs, les personnes qui nous entourent, tu non, vois, mais mais je les parents vois. c'est encore différent. Et c'est ce truc-là que tu prends trop pour acquis et que par moment tu Je comprends pense que à les parents capter les la prennent trop pour valeur. acquis. Bien sûr. Je pense Ils vraiment. ont Et un je pense que cœur, ça, des émotions et parce que c'est hyper important de se rendre compte de la chance qu'on a aussi quand on a nos parents qui sont là et de le valoriser. Je pense qu'on valorise pas assez les relations humaines quand elles sont cool. ben, en tout cas, on fait un bisou à ton papa. Ouais. Dédicace, en vrai, dédicace à toute la famille. Je sais qu'il y a ta sœur aussi. Oui. Et je peux te la poser, la question, tu as un peu répondu. Et c'est pas à moi de le dire, mais je suis assez convaincu que l'hommage que tu voulais rendre à ta mère, il est terminé et tu l'as déjà rendu. Ouais. Tu veux aller plus loin, mais Oui, elle bah, est c'est déjà ça. bien fière, je Non, mais pense. ouais, je pense. Donc, Bah, ouais, je pense que bravo, quand j'étais Félix. jeune, c'était une revanche. Sur la vie et lui dire, regarde, je suis capable et je fais perdurer ton nom. Parce que son nom d'artiste, elle a jamais pu publier les petits bouquins et tout qu'elle voulait. C'est son nom, Zach, à la Ouais, base. c'était son nom d'artiste parce qu'elle signait des petits bouquins et des livres pour expliquer aux enfants ce qu'était le cancer et les arts, enfin, et de l'art. Et du coup, ouais, ça, je suis fière, tu vois. Ça, je me dis, j'ai réussi. Et maintenant, effectivement, je vais essayer d'aller plus loin. Pour ce qui m'anime, moi, et plus pour ma maman. Misez sur vous, faites du bien et embrassez vos parents ce soir. C'est ça. Vise les amis, merde à tout le monde. Et encore une fois, Ophélie, merci beaucoup. Bah, pour merci, ce moment. Yacine. À la prochaine. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.